Dans la petite ville de Louranda, tout le monde connaissait la famille Dembélé. Un couple aimant, travailleur, toujours prêt à aider les voisins. Le père, M. Adama Dembélé, était enseignant, tandis que son épouse, Mariama, gérait une petite boutique à l'entrée du quartier. Ensemble, ils formaient l'image parfaite de la stabilité et du respect. Leurs 2 enfants, Naïla et Issine, faisaient la fierté de la communauté. Naïla, l'aînée, âgée de 15 ans, avait ce sourire lumineux qui réchauffait les cœurs. Issine, son cadet de 12 ans, était calme, discret et ne quittait jamais sa sœur d'un pas. On disait souvent en riant que ces 2-là étaient nés avec un fil invisible qui les reliait. Leur maison, peinte en ocre clair, respirait la simplicité et la paix. Mais derrière ces murs où régnaient les rires et les prières du soir, quelque chose de fragile grandissait sans que personne ne le remarque. Les parents travaillaient dur, parfois trop. Le soir, ils rentraient épuisés, laissant peu de place aux discussions profondes. Pendant ce temps, Naïla et Issine passaient leurs après-midi seuls. Ils jouaient, riaient, partageaient des confidences. Mais peu à peu, leur jeu d'enfant s'était transformé. La curiosité du monde extérieur avait trouvé un nouvel écho venu d'un écran lumineux. Petite pause dans le récit. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous souhaitez me motiver à raconter plus d'histoires captivantes, aimez la vidéo et abonnez-vous. Allez, on reprend l'histoire. Un jour, Yacine revint de l'école avec un vieux téléphone offert par son père pour apprendre à utiliser Internet. Il ne savait pas encore que cet objet deviendrait le point de départ d'une fissure silencieuse. Au début, c'était l'émerveillement. Il découvrait des chansons, des paysages, des animaux du bout du monde. Puis, en naviguant sans repère, ils tombèrent sur des images qu'aucun enfant ne devrait voir. Naïla fronça les sourcils. Yacine, lui, riait sans comprendre. Ce fut le commencement d'un trouble invisible, d'une curiosité mal dirigée que personne n'encadra. Les jours passèrent, les images restaient, et sans s'en rendre compte, la lumière pure de leur relation fraternelle commença à changer de couleur. Ils ne savaient pas ce qu'ils voyaient, ni pourquoi cela les troublait, mais ils continuaient à regarder. Parce qu'ils n'avaient personne à qui en parler, parce qu'à la maison on ne parlait pas de ces choses-là. Ce que leurs parents prenaient pour de la tranquillité n'était en réalité qu'un silence qui se transformait en mur. Et derrière ce mur, 2 enfants tentaient seuls de comprendre un monde bien trop grand pour eux. Les semaines passèrent à l'Ouganda, rythmées par les cris des enfants jouant dans la rue, les klaxons des motos et le parfum du pain chaud sortant de la boulangerie du coin. Dans cette routine tranquille, la famille Dembélé semblait toujours aussi parfaite. Mais derrière les fenêtres closes, un changement s'opérait. Naïla n'était plus la même. Elle riait moins, répondait distraitement aux questions de sa mère et s'enfermait souvent dans sa chambre. Parfois, elle sursautait lorsque son père l'appelait, comme si elle portait un secret qu'elle craignait qu'on devine. Issine, lui, gardait le silence. Il évitait le regard de ses parents et préférait rester devant son téléphone, les yeux fixés sur cet écran qui avait remplacé les jeux et les histoires d'autrefois. Un soir, Mariama entra dans la chambre et surprit la lumière du téléphone encore allumée sous la couverture. Elle fronça les sourcils, mais n'y prêta pas plus attention, pensant qu'il s'agissait d'une simple distraction d'adolescent. Elle ne savait pas que cette lumière bleutée gravait dans l'esprit de ses enfants des images qu'ils n'étaient pas prêts à comprendre. À l'école, Naïla se mettait à l'écart. Les discussions de ses camarades sur les rêves d'avenir ou les chansons à la mode lui semblaient désormais lointaines. Quelque chose en elle s'était éteint. Une part d'innocence, emportée par la curiosité et le silence des adultes. Un jour, leur professeur, Madame Kunda, demanda à chacun d'écrire une rédaction sur le thème « Ce que je cache au fond de moi ». Naïla prit sa feuille, mais resta longtemps sans écrire. Ses mains tremblaient. Puis elle traça simplement ces mots. « Je cache des choses que je ne comprends pas, mais qui me font peur. » Quand la maîtresse lut sa copie,
elle sentit une étrange douleur au creux du ventre. Ce n'était pas un devoir comme les autres. Mais au lieu d'en parler à la famille, elle posa la feuille sur le bureau, persuadée que l'adolescente traversait simplement une crise passagère. Et ainsi, le cri silencieux de Naïla resta sans réponse. Pendant ce temps, Yacine se renfermait encore plus. Il ne jouait plus dehors, ne riait plus avec les voisins. Chaque fois que sa sœur croisait son regard, une gêne passait entre eux, lourde et invisible. Il savait que quelque chose s'était brisé, mais aucun des deux ne savait comment le réparer. Dans la maison d'Emballé, le silence était devenu maître. Un silence poli, propre, respectueux, mais empoisonné. Et sous ce toit où tout semblait parfait, 2 âmes d'enfants portaient un poids qu'aucun adulte n'avait su voir. Un matin de saison sèche, le soleil frappait déjà fort sur les toits en tôle de l'Uranda. Les enfants marchaient vers l'école, leurs sacs rebondissant dans le dos. Mais ce jour-là, Naïla traînait les pieds. Elle ne parlait plus à Yacine depuis plusieurs jours. Un silence froid s'était glissé entre eux, lourd comme une pierre, qu'on ne sait plus où poser. En classe, tout semblait normal, jusqu'à ce qu'un camarade, en fouillant le téléphone de Yacine pendant la récréation, tombe sur des vidéos inappropriées. Les rires éclatèrent aussitôt. En quelques minutes, l'information s'était répandue dans toute l'école comme une traînée de poudre. Les professeurs furent alertés, le téléphone confisqué, et le directeur convoqua immédiatement les parents. Quand Adama et Mariama arrivèrent, ils étaient abasourdis. Le directeur, visage grave, posa le téléphone sur la table. Les images qu'ils virent suffirent à leur couper la parole. Mariama porta une main à sa bouche. Adama, lui, resta immobile, incapable de comprendre comment un tel poison avait pu entrer dans sa maison. Sur le chemin du retour, personne ne parla. Seul le bruit du moteur de la vieille moto remplissait le silence. Arrivés à la maison, Adama demanda à Yacine de s'asseoir. Le garçon tremblait. Le père tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Comment expliquer à un enfant ce qu'un adulte lui-même ne savait pas dire? Mariama, de son côté, tourna son regard vers Naïla. Elle remarqua enfin ce qu'elle n'avait pas voulu voir, les yeux fuyants, la fatigue, cette tristesse sans nom. Une mère sait quand quelque chose ne va pas, même quand tout le monde prétend le contraire. « Naïla, dit-elle doucement, dis-moi la vérité. » La jeune fille baissa la tête. Elle sentit ses lèvres trembler, mais aucun son ne sortit. Elle avait peur, peur de trahir son frère, peur d'être jugée, peur de voir ce regard d'amour se transformer en dégoût. Alors, elle mentit. Elle dit qu'ils avaient trouvé ces vidéos par hasard, qu'ils avaient juste regardé une fois. Mariama voulut la croire. Adama, lui, ne dit rien. Il se leva, sortit de la pièce et resta longtemps dehors, seul, assis sur le vieux banc en bois. Ce soir-là, la maison d'Emballé perdit quelque chose d'essentiel, la confiance. Les repas devinrent silencieux, les regards méfiants. Adama priait plus souvent, Mariama veillait la nuit. Mais aucun des deux ne savait comment guérir ce qui s'était fissuré. Et pendant que les adultes cherchaient des coupables, les enfants cherchaient à oublier. Mais on n'oublie pas ce qui blesse l'âme. Le mal, une fois entré, s'installe dans les ombres du cœur. Quelques jours plus tard, les murmures commencèrent à courir dans tout le quartier de l'Uranda. Une rumeur s'était répandue. Le fils d'Adama Demballé aurait été surpris à l'école avec des images interdites. Personne ne connaissait les détails, mais chacun y ajoutait sa version, ses jugements, ses exagérations. Les sourires qui autrefois saluaient Mariama au marché se transformèrent en regards fuyants. Les femmes, derrière leurs étals, baissaient la voix quand elles passaient. Elle le sentit, dans l'air, dans les silences gênés, dans les mots à demi murmurés. Chez les Demballé, l'attention était devenue un membre de la famille. Adama, d'ordinaire si calme, rentrait plus tard du travail. Il ne supportait plus les murmures qu'il sentait derrière son dos, ni les remarques voilées de ses collègues. Mariama, elle, ne dormait plus. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait l'écran du téléphone et les larmes de sa fille. Naïla, quant à elle, ne sortait presque plus de sa chambre.
Les rires des enfants dehors lui rappelaient une vie qu'elle avait perdue. À l'école, on la pointait du doigt. Certains chuchotaient sur son passage. Elle faisait semblant de ne pas entendre, mais au fond d'elle, chaque mot la blessait comme une épine invisible. Un soir, alors que la pluie tombait doucement sur les toits, Adama réunit toute la famille dans le salon. Il avait cette voix grave, brisée par la honte et la colère contenue. « Ce qui s'est passé ne doit plus jamais se reproduire », dit-il. Mais il n'ajouta rien d'autre. Pas une explication, pas une écoute, pas un geste tendre. Il croyait avoir fait son devoir, mais en réalité, il ne faisait qu'ajouter une couche de silence à celle déjà existante. Après ce soir-là, le lien qui unissait Naïla et Yacine sembla disparaître. Ils s'évitaient, parlaient à peine, comme si chacun portait sur l'autre la cause de son malheur. Et dans le cœur de Mariama, la peur grandissait. La peur de voir sa famille se désagréger sous le poids du non-dit. Un dimanche, à la sortie de la messe, une vieille voisine s'approcha d'elle. « Tu sais, Mariama, parfois Dieu permet les tempêtes pour réveiller ceux qui dorment, » dit-elle simplement. Ces mots résonnèrent longtemps dans son esprit. Peut-être que cette épreuve n'était pas une punition, mais un appel. Un appel à parler, à comprendre, à aimer autrement. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Mariama entra dans la chambre de Naïla, s'assit sur le lit et prit sa main. La jeune fille voulut se dégager, mais sa mère la serra doucement. « Ma fille, tu peux tout me dire, même ce qui fait peur. » Naïla la regarda, hésita, puis laissa couler une larme silencieuse. C'était le début d'un mot qu'elle n'avait jamais prononcé. La vérité. Cette nuit-là, la pluie continuait de tomber doucement sur la ville de Louranda, effaçant les traces de poussière dans les rues. À l'intérieur de la maison d'Emballé, le silence semblait encore plus lourd qu'à l'ordinaire. Mariama tenait toujours la main de sa fille, hésitant à poser les questions qui brûlaient ses lèvres. Elle sentait que la vérité se tenait là, juste derrière les yeux humides de Naïla, mais qu'elle refusait encore de sortir. « Dis-moi seulement ce qui te fait souffrir », murmura-t-elle. « Je ne te jugerai pas. » Naïla garda le regard baissé. Ses doigts jouaient nerveusement avec le drap. Elle inspira profondément, puis laissa échapper dans un souffle. « Maman, j'ai vu des choses que je ne devais pas voir. Et je crois que depuis ce jour-là, quelque chose s'est cassé en moi. » Mariama sentit son cœur se serrer. Elle ne comprenait pas tout, mais elle comprit assez pour savoir que sa fille avait été confrontée à un monde trop grand, trop brutal. Elle la prit dans ses bras et laissa ses larmes couler. Aucune parole de reproche, juste une étreinte, celle qu'elle aurait dû lui offrir plus tôt. Dans la chambre voisine, Yacine écoutait à travers la cloison. Chaque mot de sa sœur le transperçait. Il comprit que son silence l'avait détruite autant que lui-même. Le lendemain, il prit son courage à deux mains et alla voir son père. Adama était assis sur le balcon, plongé dans ses pensées, le regard perdu sur l'horizon poussiéreux. « Papa, je dois te dire quelque chose », commença-t-il d'une voix tremblante. Le père le regarda, surpris par le ton grave du garçon. « Ce n'est pas seulement un téléphone, ni une erreur d'enfant. C'est moi. J'ai entraîné Naïla à regarder ces choses. Je ne savais pas que ça pouvait faire si mal. » Adama resta silencieux. Les mots de son fils résonnaient dans sa tête comme un écho douloureux. Il pensa à son absence, à ses longues journées passées loin du foyer, à cette confiance aveugle qu'il croyait suffisante pour protéger ses enfants. Ce jour-là, il comprit que l'amour ne se mesure pas à la nourriture sur la table ni aux vêtements propres, mais à la présence. Sans dire un mot, il posa une main sur l'épaule de Yacine. C'était un geste simple, mais c'était un début. Une reconnaissance, une manière muette de dire « Je te pardonne, et je me pardonne aussi ». Le soir venu, la famille se retrouva dans le salon. Aucune dispute, aucune accusation. Seulement 4 âmes assises autour d'une lumière vacillante,
apprenant à se regarder à nouveau sans honte. Adama prit la parole, la voix basse. « Ce qui s'est passé, nous ne pourrons pas l'effacer, mais nous pouvons apprendre à ne plus laisser le silence décider à notre place. » Ce soir-là, les murs de la maison d'Emballé respirèrent à nouveau. Pour la première fois depuis longtemps, on entendit des mots vrais, des mots humains. Et dans les yeux de Naïla, une lueur timide renaquit. C'était la première étincelle d'une guérison lente, fragile, mais possible. Les jours suivants furent étranges à Luranda. La maison d'Emballé semblait différente. Les cris, les disputes et les pleurs avaient laissé place à une atmosphère silencieuse, presque apaisée, mais encore fragile, comme une plaie qui commence à cicatriser. Mariama passait plus de temps avec ses enfants. Elle s'asseyait avec eux après les repas, leur demandait comment s'était passée la journée, les écoutait sans les interrompre. C'était nouveau. Avant, elle aurait tout de suite cherché à corriger, à conseiller, à gronder. Maintenant, elle comprenait que le simple fait d'écouter était déjà une forme d'amour. Naïla, elle, reprenait peu à peu goût à la vie. Elle recommençait à aider à la boutique, à rire avec les clientes, à respirer autrement. Pourtant, certaines nuits, le passé revenait. Des images, des souvenirs, des émotions qu'elle ne savait pas nommer. Dans ces moments-là, elle se levait et regardait par la fenêtre la lune suspendue au-dessus de Luranda. C'était devenu son refuge silencieux, comme si la lumière argentée lui rappelait que tout ce qui est brisé peut encore briller. Hissine, lui, vivait avec une culpabilité qu'il essayait d'apprivoiser. Il aidait davantage son père, faisait plus attention à ses gestes, à ses paroles. Mais parfois, son regard se perdait dans le vide, et Adama voyait bien qu'il portait encore un fardeau invisible. Alors un soir, le père l'emmena marcher dans les ruelles calmes du quartier. Ils marchèrent longtemps sans parler, puis Adama dit simplement « Ce qui compte, Hissine, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'apprendre. Es-tu en train d'apprendre ?» Ces mots simples eurent l'effet d'une délivrance. Le garçon sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Il comprit que la honte ne devait pas être une prison, mais un passage vers une autre forme de maturité. À l'école, Naïla fit une rencontre qui allait changer le cours de sa guérison. Une nouvelle professeure, Madame Kanza, s'intéressa à elle. Elle remarqua sa timidité, sa retenue, et lui proposa de rejoindre un petit club d'écriture. Au début, Naïla refusa. Puis un après-midi, elle prit un cahier et écrivit quelques lignes. Elle y parla du silence, des murs et de la peur d'être vue. Madame Kanza lut son texte et lui dit doucement « Tu viens de transformer ta douleur en lumière. Continue d'écrire. » Ce jour-là, Naïa comprit que les mots pouvaient guérir. Chaque phrase qu'elle écrivait semblait ôter un peu du poids qu'elle portait depuis des années. Et petit à petit, dans cette maison où tout semblait perdu, la vie reprenait sa place. Les Demballé n'étaient plus la famille parfaite que tout le monde admirait, mais ils étaient devenus une famille vraie. Une famille qui avait connu la chute, la honte, mais aussi la renaissance. Le soleil se couchait lentement sur Luranda, projetant sur les maisons des reflets dorés et mélancoliques. Dans la boutique de Mariama, les rires étaient revenus, les clientes bavardaient et la vie semblait reprendre son cours normal. Mais comme souvent, le passé n'oublie jamais ceux qui essaient de me fuir. Un matin, un incident réveilla la plaie endormie. Au lycée, quelqu'un partagea sur un groupe de discussion d'anciens élèves une vieille capture d'écran liée à l'histoire de Hissine. Une plaisanterie, disait-on, un souvenir drôle du passé. Mais pour Naïla, ce fut comme une gifle. Les rumeurs, les moqueries, les regards lourds, tout revint d'un seul coup, brutalement. Quand elle rentra à la maison ce jour-là, son visage était fermé. Elle claqua la porte de sa chambre et s'enferma sans un mot. Mariama comprit aussitôt que quelque chose n'allait pas. Elle frappa doucement à la porte,
Mais Naïla ne répondit pas. Ce fut Yissine, quelques minutes plus tard, qui entra sans parler et s'assit près d'elle. « C'est encore à cause de moi, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Naïla leva les yeux vers lui. « Non, Yissine, ce n'est plus à cause de toi, c'est à cause du monde. Les gens oublient, puis se souviennent quand ça les arrange. » Son frère baissa la tête. Il savait qu'elle avait raison. La rumeur avait pris une nouvelle forme, plus moderne, plus cruelle, celle des écrans et des réseaux. Et ce que la honte avait éteint une première fois, la curiosité des autres rallumait encore. Ce soir-là, Adama rentra et trouva sa fille assise dans le noir. Il alluma la lampe et lui dit calmement « Tu sais, Naïla, la honte ne devient un poison que si tu la laisses te définir. Ceux qui parlent n'ont pas tout vu, ils n'ont rien compris. » Naïla resta silencieuse, mais ces mots restèrent gravés dans son cœur. Le lendemain, elle décida de retourner au lycée la tête haute. Certains élèves chuchotaient, d'autres la regardaient avec pitié, mais elle marcha droit, sans détourner le regard. Elle n'était plus la même adolescente. Elle avait compris que le courage, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever malgré la peur. Pendant ce temps, Mariama décida de rencontrer le directeur de l'école pour mettre fin à la propagation de ces rumeurs. Elle parla avec fermeté, sans colère, mais avec une dignité qui força le respect. « Nos enfants ont droit à une seconde chance, dit-elle. Vous enseignez la morale, mais avez-vous oublié la miséricorde ?» Ces mots touchèrent. Une réunion fut organisée, les responsables sanctionnés, et peu à peu, la situation s'apaisa à nouveau. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, la maison d'Emballé résonna d'un rire collectif. Adama racontait une vieille histoire de jeunesse, Mariama rit aux larmes, Naïla et Hissène se regardaient avec cette complicité retrouvée. Mais au fond de chacun, une leçon restait gravée. Le monde oublie vite, mais jamais complètement. Et pour survivre, il faut apprendre à marcher avec ses cicatrices, sans honte, mais avec force. Le temps avait passé à Loranda. Les saisons s'étaient succédées, et avec elles, les souvenirs s'étaient peu à peu adoucis. Mais chez les Demballé, quelque chose avait changé pour toujours. Ils ne vivaient plus dans la peur du regard des autres. Ils avaient compris que les blessures n'étaient pas une honte, mais une preuve de vie. Naïla, désormais jeune adulte, terminait sa dernière année de lycée. Ses cahiers n'étaient plus des refuges pour ses larmes, mais des terrains d'expression. Elle écrivait sur la jeunesse, les erreurs, le pardon et le silence des familles. Ses mots étaient puissants, empreints d'une vérité simple et nue. Un jour, sa professeure, Madame Kanza, lut un de ses textes à voix haute lors d'une journée culturelle. La salle resta suspendue à chaque mot. Quand elle termina, un long silence précéda une salve d'applaudissements. Personne ne savait que derrière ces lignes se cachait une histoire vraie. Mais pour Naïla, c'était une délivrance. Elle venait de partager sans avouer, d'ouvrir sans exposer. Ce soir-là, elle rentra à la maison les yeux brillants. Elle raconta à ses parents comment ses mots avaient touché les autres. Adama la regarda avec fierté. « Tu as transformé la honte en force, ma fille. Tu es devenue ce que cette épreuve voulait t'empêcher d'être, libre. » Hissine, désormais adolescent réfléchi, écoutait en silence. Il n'était plus le garçon curieux et naïf d'autrefois. Il avait appris à se connaître, à comprendre ses failles. Il parlait parfois à des camarades plus jeunes, leur expliquant les dangers d'un monde numérique sans garde-fou. « Ce que tu vois peut te marquer pour la vie », leur disait-il. « Il faut savoir fermer certains yeux avant qu'ils ne t'aveuglent. » Mariama, de son côté, s'impliqua dans une association locale. Elle participait à des rencontres entre mères, abordant des sujets que beaucoup évitaient. Elle parlait de communication, de confiance, de ces conversations difficiles qu'on reporte toujours trop tard. « Aucune maison n'est parfaite, disait-elle souvent, mais un cœur qui écoute peut sauver une âme qui se perd. » Les Demballé, jadis prisonniers du silence, étaient devenus des porteurs de parole. Leur douleur, jadis cachée, servait désormais de lumière pour d'autres familles. Et parfois, le soir, alors que la ville s'endormait,
Naïla s'asseyait sur le vieux banc du balcon. Elle regardait la lune, la même qui avait été témoin de leur nuit d'angoisse. Mais cette fois, elle souriait, car elle savait que le passé ne disparaît jamais vraiment. Il se transforme et enseigne à ceux qui ont eu le courage de lui survivre. Un matin, la ville de Luranda s'éveilla sous un ciel clair. La grande salle du centre communautaire était pleine à craquer. Des parents, des enseignants, des jeunes, des chefs de quartier. Tous étaient venus assister à une rencontre organisée autour d'un thème inhabituel. Famille et silence, quand la parole devient guérison. Sur l'estrade, Mariama, vêtue d'un simple pagne bleu, serrait nerveusement ses mains. À côté d'elle se tenait Adama, droit, le regard calme. Et devant eux, assise au premier rang, Naïla, devenue jeune femme, observait la scène avec une émotion contenue. Le modérateur annonça « Aujourd'hui, la famille Demballé va partager une expérience qui, je crois, en aidera plus d'un parmi nous. » Un murmure parcourut la salle. Le nom Demballé n'était pas inconnu. Tout le monde se souvenait des rumeurs d'autrefois, de cette histoire qui avait secoué le quartier. Mais personne ne s'attendait à les voir ici, debout, prêts à parler sans colère ni honte. Mariama prit la parole la première. Sa voix tremblait légèrement, mais ses mots étaient clairs. Il fut un temps où j'ai cru que ma famille était parfaite, et c'est quand j'ai voulu la protéger du regard des autres que je l'ai perdue presque entièrement. Le silence nous a blessés, plus que les erreurs elles-mêmes. Elle marqua une pause, puis ajouta. J'ai compris que le mal ne naît pas toujours de la méchanceté, mais souvent de ce qu'on n'ose pas dire. Un silence profond envahit la salle. Puis, Adama parla à son tour. En tant que père, j'ai voulu donner sans écouter. J'ai voulu protéger sans comprendre. Aujourd'hui, je sais que l'amour n'est pas une muraille, mais une main tendue. Dans l'assistance, plusieurs hommes baissèrent la tête, touchés par ces mots simples. Puis Naïla se leva doucement. Elle marcha jusqu'à l'estrade et prit le micro. Sa voix, d'abord hésitante, se fit bientôt ferme et assurée. « Nous avons tous des secrets, dit-elle. Certains détruisent, d'autres sauvent. Le nôtre nous a presque brisés. Mais il nous a aussi appris à ne plus laisser la honte décider à notre place. » Ces paroles résonnèrent à longtemps dans la salle. Certains pleuraient, d'autres hochaient la tête en silence. Ce jour-là, la famille Demballé ne chercha pas à effacer son passé, mais à le transformer en leçon. À la fin de la rencontre, des femmes vinrent serrer la main de Mariama. Des pères s'approchèrent d'Adama, reconnaissant dans ses mots leur propre faute. Et plusieurs jeunes, bouleversés, entourèrent Naïla pour la remercier. « Tu as mis des mots sur nos silences », lui dit une fille de son âge. « Tu nous as rendus courageux. » En quittant la salle, la famille Demballé marcha côte à côte sous la lumière dorée du soir. Ils ne fuyaient pas le regard des gens. Ils avançaient, unis, apaisés. Car ce jour-là, le passé avait cessé d'être une honte pour devenir un témoignage. Le vent du soir soufflait doucement sur Luranda, caressant les arbres et portant avec lui les rires lointains des enfants jouant dans la rue. La maison Demballé, autrefois enfermée dans la peur et la honte, respirait désormais une paix nouvelle. Les murs, témoins silencieux de tant de non-dits, semblaient plus légers. Ils abritaient à présent des voix apaisées, des sourires sincères et des prières pleines de gratitude. Naïla, assise sous le grand manguier du jardin, tenait entre ses mains un carnet usé. C'était le même qu'elle utilisait pour écrire depuis des années. Elle y relisait les premières pages, celles remplies de douleur, de colère et d'incompréhension, puis levait les yeux vers le ciel, apaisée. Ce qu'elle ressentait désormais n'était plus la honte, mais une profonde compassion pour celle qu'elle avait été. Elle avait survécu à la tempête. Yessine va la rejoindre, un sourire timide au coin des lèvres. Il avait grandi, changé.
Il posait une main sur l'épaule de sa sœur. « Tu écris encore ?» demanda-t-il. « Toujours », répondit-elle doucement. « C'est ma façon de respirer. » Il acquiesça, puis resta à ses côtés, silencieux. Il n'avait plus besoin de se justifier, ni de fuir son passé. Il savait que le pardon ne s'obtient pas toujours des autres, mais qu'il se construit d'abord en soi. Adama, depuis le balcon, observait ses enfants avec fierté. Mariama le rejoignit, un foulard clair autour de la tête, le visage paisible. « Regarde-les, murmura-t-elle. « Oui, répondit-il, ils sont devenus plus forts que nous. » Ils se turent un moment, écoutant simplement le murmure du vent. Ce silence, autrefois synonyme de peur, était maintenant une bénédiction. Il ne pesait plus, il guérissait. Quelques semaines plus tard, Naïla reçut une lettre. Son texte, celui qu'elle avait lu au lycée, venait d'être publié dans un recueil régional consacré à la jeunesse et à la résilience. Son nom figurait en première page, Naïla Demballé de Luranda. Ce n'était pas une gloire, mais une reconnaissance, une preuve que de la douleur pouvait naître la beauté, que des cendres pouvaient jaillir la lumière. Le soir de la parution, la famille se réunit autour d'un repas simple. Pas de discours, pas de célébration. Juste une atmosphère douce, pleine de rire et de paix. Avant de se coucher, Mariama alluma une bougie et dit à voix basse « Seigneur, merci de nous avoir permis de parler avant qu'il ne soit trop tard. » Et dans la pénombre apaisée de leur maison, la flamme vacilla doucement, projetant sur les murs les ombres de leur passé, non plus comme des cicatrices, mais comme des souvenirs d'une traversée qu'ils avaient, ensemble, surmontée. L'histoire des Demballé ne fut pas celle d'une chute honteuse, mais celle d'une renaissance silencieuse, d'une famille qui avait appris qu'on ne se sauve pas du regard des autres, mais qu'on se sauve toujours par la vérité, le pardon et l'amour. Leçon de vie, le silence dans une famille peut détruire plus que les fautes elles-mêmes. Parler avec amour vaut mieux que se taire par peur. Ce n'est pas la perfection qui unit les cœurs, mais la vérité partagée avec douceur.